Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, les réactions se multiplient autour du document soumis à la CARICOM par les trois entités formant le CPT. De nombreuses voix s'élèvent, craignant que les partis politiques et le groupe de gangs Vivre Ensemble entretiennent des relations pouvant mener à la légitimation de ces derniers. Alors que le débat s'intensifie sur le lien entre ces groupes, beaucoup redoutent un scénario inquiétant, la montée des gangs armés au pouvoir, à l'image de ce qui s'est produit en Colombie, dans certains pays d'Amérique latine et au Moyen-Orient. Le docteur Jean-Enold Buteau, leader du parti Alternative Socialiste, est avec nous pour apporter son analyse sur cette situation préoccupante. Docteur Buteau, c'est un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. D'abord, c'est à moi de vous remercier et tout le plaisir également est pour moi. Madame ou mademoiselle Batelmi, c'est un plaisir pour moi et de pouvoir converser avec les téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. 3 des 9 secteurs ayant leurs représentants au sein du Conseil présidentiel de transition ont soumis la semaine dernière un document de proposition de sortie de crise. Un document qui fait beaucoup de débats, justement notamment parce que ces partis ont pris en compte Vivre Ensemble, la coalition de gangs Vivre Ensemble, notamment dans leur proposition d'un juge à la Cour de cassation pour remplacer le Conseil présidentiel de transition chargé justement d'assurer la transition aujourd'hui. Quelle est donc votre opinion par rapport à tout ce débat qui se fait justement, docteur Buteau? Il n'y a pas de doute que le débat est tout à fait mérité. Le débat se justifie amplement. La question que nous devrions nous poser d'abord, comment des gens qui prétendent diriger un pays puissent en arriver là? Je pense que c'est ça la question que nous devrions nous poser. Je me souviens avoir lu une fois, comment peut-on diriger un peuple qu'on méprise, un pays qu'on déteste? Et pour moi, c'est ça l'expression la plus aboutie de ce que ces gens ont fait. Et ça a été un travail plus ou moins planifié. Heureusement, je vais me répéter, et heureusement que l'aboutissement a été pour eux désastreux. Parce qu'ils ont voulu créer une sorte de normativité avec ces gens, avec ces gangs, c'est-à-dire créer une sorte de consentement tacite avec ces gangs. Donc, le pays irait progressivement s'habituer avec ce genre de propos, avec ce genre de groupe et avec ce genre de réflexion aussi, comme quoi tout est possible. Et cela m'inspire aussi une sorte, disons, d'exigence. Il est temps, et je vais le dire en créole, il est temps pour le peuple haïtien commencer à nettoyer la Kaili. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est parce que, également, comme ils ont vu que nous nous sommes progressivement, entre guillemets, normatisés avec d'autres formes de charognards, si vous voulez, donc ils ont tenté, ils ont essayé d'imposer cette dernière. C'est comme si c'était un ballon d'essai. Ils ont lancé un ballon d'essai pour voir comment. Et je profite donc pour dire que si on a eu les trois conseillers présidentiels à faire ce qu'ils ont fait, et ils sont encore là, on les regarde, ils sont présents dans les actes officiels, ils sont debout, ils reçoivent les honneurs, pas des honneurs militaires, mais les honneurs de la nation. Donc, ils ont introduit le Vivre Ensemble, cette association criminelle. Et il est temps que nous fassions le nettoyage non seulement de notre classe politique. Nous avons la triste habitude de toujours dire « Ah, ces politiciens ». Non, parce qu'il y a des gens de la société civile qui ont signé également cette lettre. Justement, vous avez parlé, docteur Buteau, de travail planifié. Oui. La première chose, c'est par qui est-ce que c'est un travail qui est planifié? Par nos acteurs politiques, tenant compte justement de ce message du porte-parole de Vivre Ensemble, Jimmy Cherizier, le 1er janvier annonçant sa coalition en un parti politique. Oui. Et quelques jours plus tard, nous allons avoir ce document de la CARICOM. Est-ce que vous nous dites que c'est un travail qui a été planifié par nos acteurs politiques, notamment les 3 secteurs ayant signé ce document? Je préférerais dire par certains acteurs politiques. Parce que, vous savez, la politique peut avoir beaucoup de définitions. L'une d'elles, la politique aussi
a une fonction. La fonction de la politique, c'est d'édifier de la dignité humaine. Et la politique, si l'une des fonctions de la politique, c'est de construire de la dignité humaine, et cette dignité humaine se construit à travers les conquêtes matérielles, elle se conquiert aussi à travers la construction de patrimoine moral. Quand un peuple vénère un soldat tombé sur le champ de bataille, mais c'est de la construction du patrimoine moral qu'ils sont en train de faire. On a des patrimoines culturels, on a des patrimoines bâtis, etc. Mais le patrimoine moral existe aussi. Ce que ces gens sont en train de faire, je veux dire ces trois parties, et je pense que ce n'est pas la loi qui doit exclure ces soi-disant acteurs politiques. C'est nous qui devons les exclure. Et comment est-ce qu'on peut il faut que nous commencions donc justement les exclure dans les faits. Il faut que nous commencions à essayer de regarder autour de nous, de voir qui mérite d'être notre leader, qui mérite d'avoir la responsabilité de guider les destinées de la nation. Et c'est ainsi qu'on va édifier les deux. Vous savez, j'étais sur le point de dire que, entre autres mal qu'ils ont fait, vous savez, le mal qu'ils ont fait, c'est que on va nous regarder comme, voilà, c'est le pays où on va légaliser les voyous les plus voyous de la société. Non seulement on va les légaliser, on va leur offrir l'opportunité d'être les prochains leaders de la nation. Mais comment empêcher cela, selon vous? Comment empêcher cela? Vous, par exemple, comme journaliste, moi, comme responsable politique, dans mon parti, dans mes organisations, dans les salles de classe, là où je parle, je dois pouvoir identifier pour les jeunes ce que nous devrions considérer comme modèle. Pas seulement les modèles, les personnes normales aussi, les individus normaux, les citoyens ordinaires, comme on les appelle, les citoyens lambda. Mais ceux qui méritent d'aller dans les poubelles, il faut que des leaders nous apprennent, nous enseignent. Voilà, ce genre. Et il y a un juriste américain, j'ai oublié comment il s'appelle déjà, son prénom c'est Oliver. Il disait que la loi menace avec des sanctions. Mais la loi ne peut pas ne pas les appliquer quand il le faut. Parce que quand la loi menace avec des sanctions, mais ne les applique pas, ces sanctions perdent de leur valeur. Donc, et quand nous avons ces trois, et c'est l'un des motifs pour lesquels ces messieurs ont osé parler, de converser avec ces bandits, c'est parce que on n'a rien fait. Quand je dis « oh », ni vous ni moi n'avons la possibilité de le faire. Mais ceux qui ont la possibilité de le faire, d'au moins lancer un message pour dire que ce qu'on fait, ces trois messieurs ne méritent pas. Vous savez, je suis en train de mélanger peut-être, mais c'est un exemple typique pour essayer de montrer qu'on doit avoir des sanctions. Et ces trois partis politiques doivent subir les sanctions morales de la société. Maintenant, tenant compte de l'histoire mondiale, prenons un exemple dans l'Amérique latine, par exemple, la Colombie, avec les FARC, qui était justement une force révolutionnaire qui a accédé au pouvoir. Au Moyen-Orient aussi, on peut prendre l'exemple de l'Afghanistan. Il y a beaucoup d'observateurs qui essaient de faire un parallèle entre ces pays et Haïti pour dire que ça a été un cas. Il y a eu des cas où des forces révolutionnaires ont accédé au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible? Qu'est-ce que vous dites en cela? Est-ce qu'il y a effectivement un parallèle qui peut être fait entre ces pays et le cas de la coalition Vivre Ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible selon vous? Je crois que la première personne qui avait évoqué cette possibilité, c'est l'ancien détenu, l'ancien prisonnier, l'ancien condamné, qui est leader de Réveil National, je crois. J'ai oublié comment s'appelle ce parti. Mais en tout cas, c'est lui qui avait, je pense, boiteusement, maladroitement, évoqué ce parallèle entre les FARC. Laissez-moi vous dire que la guérilla des FARC, d'abord, a surgi au moment où beaucoup d'autres guérillas surgissaient dans le sous-continent américain, dans le sous-continent latino-américain. Et j'ouvre une petite parenthèse. En Haïti aussi, nous avons eu notre guérilla. Nous avons eu d'abord le parti de Jacques-Séphane Alexis, le PEP, qui n'avait pas au début de bras armés, qui n'avait pas non plus envisagé la possibilité de lutte armée, mais ils avaient
clairement évoqué, et Jacques-Séphine Alexis l'avait évoqué, la possibilité de autodéfense. Autodéfense, il faut que le parti puisse se défendre et il faut que le parti également puisse participer à côté des masses populaires dans un éventuel combat armé. Et c'est exactement ce terme qui a été utilisé lors de la création des FARC, autodéfensa. C'est-à-dire pourquoi, et vous allez remarquer que c'est un parti qui a eu son emprise surtout dans le milieu rural, dans le milieu paysan. Et à un moment donné, je pense qu'autour des années 80, ils ont envisagé la possibilité d'avoir un bras urbain. Mais ça a toujours été un parti. Pourquoi? Parce que les grands propriétaires terriens, leurs terratenientes, traitaient les paysans de façon presque, je peux dire abusive. Donc, le Parti communiste colombien... Il luttait contre les inégalités. Exactement, a envisagé les comités d'autodéfense en milieu paysan. Ces comités d'autodéfense ont progressivement pris une certaine forme d'autonomie et c'est ainsi qu'est née la FARC, et Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Et il faut mettre EP derrière, qui est Ejército Popular. Et cette FARC a duré jusqu'en 2016. Ils ont pris naissance en 1964, je crois, et ça a duré jusqu'en 2016. Par conséquent, vraiment, il n'y a pas photo entre cette... Et je me sens j'ai un peu honte de devoir parler de FARC quand on est en train de parler de ces assassins, de ces misérables. En fait, ce sont des types aussi corrompus que les plus grands corrompus, parce que la seule chose qu'ils ont en tête, c'est la vie opulente. Regardez comment ils vivent. Quand ils parlent de partis politiques, c'est pour peuple là, peuple là, dans la bataille. Et ils rêvent de toute l'opulence de la grande bourgeoisie. C'est un discours. Oui, mais c'est même... je dirais presque c'est quand même... En tout cas, c'est maladroit. Voilà. Donc, il n'y a rien. Et si nous parlons des autres pays même le mot terroriste, je suis un peu gêné pour utiliser le mot terroriste pour ces messieurs. Alors, rapidement, quelle différence est-ce que vous faites entre gang et terroriste? Vous savez, terroriste, d'ailleurs, c'est une connotation clairement... C'est l'autre qui utilise le mot terroriste. On ne parle jamais de soi en utilisant le mot terroriste. Donc, soit c'est la presse, soit c'est l'adversaire. Par exemple, si vous allez en Moyen-Orient, et les Israéliens vont utiliser le mot terroriste pour parler du Hamas, pour parler de Hezbollah. Mais de toute façon, la situation du Hamas, c'est une situation qui est quand même inacceptable. Donc, ils ont recours à des moyens de défense qu'on pourrait qualifier de non conventionnels, mais ce sont des moyens quand même qui ne sont pas... dire terroristes, c'est quand même un peu aller loin. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont souffert beaucoup pendant plus de 70 ans. Remarquez que, par exemple, on parlait du Viet Cong, lors de la guerre du Vietnam, on utilisait le mot terroriste aussi pour parler du Viet Cong. Alors que le Vietnam a subi 2 invasions, c'est-à-dire l'invasion des troupes françaises. Ils sont entrés pour occuper le Vietnam. Les États-Unis ont pris la relève en 64, je crois, en 68. En 68, les États-Unis ont pris la relève. Donc, mais quand les États-Unis parlent du Viet Cong, ils disaient les terroristes, mais alors que c'était des gens. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est un peu, on pourrait dire en anglais, upgrading, c'est-à-dire c'est un peu rehausser ces voyous en leur donnant le titre de terroriste. Ce sont des misérables assassins criminels. Des voleurs aussi. Donc, il n'y a rien à voir avec la lutte politique. Et le Hamas, qu'on soit d'accord avec eux ou non, c'est un combat politique. C'est un combat de libération nationale. Alors que c'est totalement différent pour nous ici, en Haïti. Et pour conclure cette interview, Dr Buteau, il y a eu récemment ce kidnapping au niveau de Pèlerin 5, justement, de ce médecin, de ce couple médecin. Vous voulez justement leur adresser des mots de... non seulement des mots de sympathie, leur souhaiter tout le courage dont ils auront besoin, mais aussi toute la rage et toute la colère que j'éprouve pour un acte aussi barbare, parce que Raymond est un homme qui a travaillé, disons, toute sa vie. Il n'a connu qu'un seul métier, qu'un seul travail, c'est sa clinique. On a la clinique au même endroit. Il n'a que sa clinique, sa femme aussi, à sa clinique au Chemin des Dalles. C'est un couple de travailleurs s'ils ont quelque chose, ce dont je doute, c'est à partir de la sueur de leur front. Donc Raymond est un travailleur. Et pire encore, il a souffert d'un AVC il y a 1 an.
Donc il est postré, et ce sont des lâches aussi ceux qui l'ont fait. Et des monstres de ce genre qui osent parler politique dans notre société, qui osent prétendre aspirer à la conduite des affaires publiques. Vraiment, je n'ai pas voulu t'appeler parce que je n'aurais pas pu. Mais je t'envoie mes accolades fraternelles et je te souhaite beaucoup de courage. Je suis avec toi. S'il y a quelque chose que je peux faire, n'hésite pas, s'il te plaît. Je t'embrasse fort. De m'avoir permis quand même de parler aux auditeurs et aux téléspectateurs de Métropole. Merci encore. Voilà donc les propos du docteur Jean-Hinold Buteau. Il était l'invité de Métronos ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité politique et sécuritaire.